Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette causerie CGI de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Écoutez, vous êtes 770 participants connectés ce matin, c'est impressionnant. Merci d'être là avec nous. Comme vous le savez, la Chambre agit entre autres comme la voix du milieu des affaires. Et dans le contexte de la pandémie, on souhaite pouvoir vous appuyer dans la recherche de solutions pour faire face aux défis de la crise. Donc, la causerie de ce matin va porter sur la relance économique, vue par Michel Leblanc, le président et chef de la direction de la Chambre, qui est aussi économiste de formation. On va ensuite passer à une période de questions-réponses parce que vous avez été très nombreux à nous faire parvenir en amont de l'événement de ce matin vos questions en lien avec la conférence. Mais tout d'abord, je vais inviter Chahir Guindi, qui est coprésident de chez Osler et aussi le président du conseil d'administration de la Chambre, pour vous dire quelques mots. Alors, à toi la parole, Chahir. Merci beaucoup, Michel, et bon matin tout le monde. Effectivement, je m'appelle Chahir Guindi. J'ai l'honneur et le privilège de présider le conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine. Je suis également, comme Michel l'a dit, coprésident du cabinet d'avocats Osler, Hoskin et Harcourt. Je ferai quelques brèves remarques et par la suite, je passerai la parole à Michel Leblanc, dont l'allocution sera suivie, comme Michel l'a dit, par une période de questions. Tout d'abord, je prie que vous et que vos proches vous portiez bien et que vous soyez en sécurité et afin que, malgré les circonstances difficiles que nous vivons, vos entreprises et vos employés passent à travers de cette pandémie avec résilience pour préparer ensemble une relance vigoureuse. Avec autant d'incertitudes autour et tant de questions fondamentales, planifier et prévoir aujourd'hui les actions de demain représente en soi un défi de taille. La seule certitude à laquelle nous pouvons réellement nous rattacher présentement est que nous avons la résilience, tout comme nos prédécesseurs, pour affronter les perturbations qui se présentent devant nous au quotidien. Cette Chambre a été fondée depuis plus que 200 ans. Ses membres et leurs proches ont vécu une multitude de tragédies de notre passé, dont la grippe espagnole, les deux guerres mondiales, la Grande Dépression. Pendant et après chacun de ces événements qui ont façonné le monde, la Chambre a survécu et a prospéré. De la même manière, nous verrons tous la fin de cette crise, des jours meilleurs et une croissance renouvelée. Et encore aujourd'hui, avec l'équipe de la Chambre, je suis d'autant plus convaincu que la Chambre joue à fond un rôle phare dans cette crise en offrant des ressources déterminantes au service des entreprises afin de leur permettre de s'équiper pour traverser cette période des plus turbulentes. En misant sur cette résilience que nous avons en travaillant de concert les uns avec les autres, nous développerons et améliorerons des capacités d'adaptation de nos organisations pour assurer une continuité opérationnelle. La solution est dans la collaboration. Et votre Chambre se veut au cœur de cette collaboration. Nous sommes là pour vous soutenir et pour créer les points et les liens entre vous, pour faciliter les échanges, les partages, les interactions et l'entraide entre ceux qui peuvent aider et partager leur expertise et idées et ceux et celles qui pourraient en bénéficier. À ma plus grande fierté, plusieurs experts de notre communauté d'affaires à Montréal, de différents domaines, incluant quelques-uns de mes collègues d'Osler, participent présentement à l'escouade d'experts. L'un de ces services offerts par la Chambre en partageant leur expertise afin d'aider des entrepreneurs à mieux s'outiller pour répondre plus efficacement à leurs défis quotidiens dans la cour de cette crise. De ces jours-ci, malheureusement, nous recevons trop d'appels d'entrepreneurs et des entreprises en difficulté. Dans la plupart des cas, ces difficultés concernent des questions liées à l'emploi, aux liquidités, à des problèmes de contrat ou des forces majeures, à leurs insolvabilités même, à des planifications fiscales ou replanifications fiscales, aux initiatives gouvernementales, ainsi, entre autres. Et malheureusement, tous les secteurs de notre économie semblent être touchés. Nous commençons à réfléchir aux dispositions qui devront être mises en place une fois que les gouvernements commenceront à lever les mesures de confinement. Les entreprises devront s'adapter de nombreuses façons, leur chaîne d'approvisionnement, leurs espaces physiques, leurs besoins en main-d'œuvre, leur politique de travail, leur capitalisation,
entre autres choses. Sont tous des sujets qui nécessiteront une réflexion approfondie. Un travail ardu s'annonce, mais comme je me mentionnais plus tôt, nous avons la résilience pour faire face à ces défis. Lors d'une récente réunion du conseil d'administration de la Chambre, les membres du conseil ont observé une minute de silence pour contempler les dommages et les pertes de vie dues à cette pandémie et également pour nous rappeler notre extrême gratitude à ceux et celles qui sont en première ligne dans cette lutte et aussi à ceux et celles qui continuent de soutenir notre société un peu partout. Les membres du conseil d'administration ainsi que les employés de la Chambre partagent la tristesse et les difficultés de ces membres et de notre communauté. Bien que nous ne voyions pas encore la lumière au bout du tunnel, nous savons qu'il y a une fin et qu'il y a de la lumière. L'équipe de la Chambre a plein régime pour ses membres. Nous sommes là pour vous aujourd'hui et serons là aussi demain, quoi qu'il advienne. Et nous entraidons et en collaborant, nous passerons à travers cette crise plus rapidement et en sortirons plus fort. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour m'avoir permis de partager quelques pensées. Et maintenant, j'invite Michel à prendre la parole. Merci Shahir, merci. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin. Comme Shahir l'a dit, on reçoit énormément de commentaires, questions, d'avis de la part du milieu des affaires. Et on s'est posé la question comment vous aider, je vais y revenir, et on s'est posé la question à quel moment on devrait s'adresser à tout le monde pour parler de la lecture qu'on fait de la situation. On parle maintenant de redémarrage et de relance et au cours des prochaines semaines, je pense que ça va être important de distinguer les deux dynamiques et je vais y revenir. Je vais vous mettre deux mises en garde dès le début. La première, depuis le début de la crise, c'est clair pour nous tous, nous ne sommes pas des spécialistes de santé publique. La Chambre, le milieu des affaires que nous représentons ne questionne pas les décisions de santé publique. On ne prétend pas qu'on le sait davantage, ce qui devrait être fait. La deuxième chose, malgré tout le monde qui voudrait qu'on en ait une, on n'a pas de boule de cristal. Si la Banque du Canada hésite à faire des projections, si les grands spécialistes, les grands prévisionnistes hésitent à faire des prévisions, c'est clair que nous n'irons pas là non plus. On ne va pas nous faire des projections ou des prévisions. Il y a encore trop de brouillard devant nous. Je voudrais revenir rapidement sur ce qui vient de nous arriver tous ensemble. C'est important de se rappeler, là, il y a 6 semaines à peine, on est dans une économie extrêmement robuste. Notre PIB est en hausse, notre PIB per capita est en hausse. Les indices de rémunération, la paye qu'on reçoit en moyenne, augmentent plus vite qu'ailleurs au Canada. On a un taux de chômage historiquement bas. Hein? On était dans des grands débats sur l'immigration, entre autres, pour faire face au resserrement démographique. Beaucoup de grands projets étaient en cours, en voie d'être lancés. La construction était presque en mode surchauffe depuis assez longtemps. Et puis finalement, on était prêt à investir dans des grands projets pour faire la transition énergétique, reconstruire nos écoles. Ça, c'est il y a 6 semaines. Tout n'était pas parfait. Évidemment, les pressions sur le commerce de détail, on les voyait bien. Les entreprises sur rue, les commerces sur rue vivaient des difficultés. Le secteur des médias très affecté. Donc, l'idée n'était pas de dire qu'il y a 6 semaines, on était au nirvana, mais il y a 6 semaines, on est dans une économie très robuste, sur une très forte lancée. Arrive ce choc. Moi, je l'ai qualifié, puis on le sait tous, c'est un choc brutal. Il y a 50 jours, notre premier cas au Québec, 50 jours, le 28 février, il y a 1 mois, fermeture des écoles, 25 jours, fermeture des services non essentiels. L'impact a été foudroyant. Les chiffres qu'on a là, la contraction estimée du PIB pour le Québec au 2e trimestre, 42 milliards de dollars, 6 millions de plus de demandes de prestations à l'assurance chômage. Ça ne s'est jamais vu. Évidemment, il y a eu des récessions fortes, il y a eu des grandes crises. Les impacts étaient beaucoup plus progressifs. On avait le temps de s'ajuster, les commerces s'ajustaient, on n'avait pas cet effondrement de la demande. Évidemment, ce que ça a voulu dire, le choc, ça a été pour les entreprises une réaction immédiate et dans l'urgence. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui nous écoutent, on l'a vu, le premier réflexe, ça a été de dire « OK, on essaie de faire comme si on peut continuer, on essaie de sauver les jobs ». Très rapidement, on a vu que les revenus, ça essaie de rentrer,
L'impact sur les liquidités est devenu extrêmement criant et on n'a pas eu le choix, on a envisagé tout de suite, il faut mettre à pied, il faut essayer de protéger les organisations. Ceux qui ont pu ont basculé dans du télétravail et ceux qui pouvaient aussi ont utilisé l'outil de commerce en ligne. Maintenant, on a fait un sondage la semaine dernière. Une entreprise sur deux dans le domaine du service a pu utiliser le télétravail, une sur deux dans le domaine des services non essentiels. Ça nous dit à quel point on s'est rajusté vite. Par contre, 76% des gens qui ont répondu à notre sondage ont dit « Moi, je n'ai pas de site web transactionnel en ligne ». Ce qui veut dire que cette solution-là, pour maintenir la possibilité de vendre, rejoindre ses clients, évidemment, on n'était pas prêt, en tout cas en grande majorité, pas prêt au début de la crise. Rajoutons à ça ce qui nous arrive à nous, Montréal. Montréal, une ville, une métropole, très axée sur certains types d'activités. C'est un pôle logistique, oui, mais c'est aussi un univers très créatif, événementiel, le divertissement. La seconde où on a dit on ne peut plus réunir les gens, ça a eu un impact immédiat. Ça a eu un impact immédiat sur toutes sortes d'entreprises qui sont dans ces domaines-là. Il faut se dire aussi que Montréal, comme toutes les grandes villes, c'est un milieu très dense. Hein? On a à la fois dense au niveau de nos tours à bureaux, au niveau de nos tours d'habitation, au niveau de la proximité physique. Et puis finalement, on est une ville internationale et c'est encore plus vrai parce qu'au moment où ça se passe, on arrive de notre semaine de relâche où on est dans le début, là, dès le début, dans la semaine de relâche. Donc, on a le potentiel tout de suite de ramener énormément de cas sur Montréal. On va se le dire entre nous, ce qui se passe à New York aurait très bien pu nous arriver. On n'est pas gros comme New York, mais les circonstances auraient pu faire en sorte qu'à Montréal, la situation se détériore aussi rapidement. Ce qui nous amène à dire bravo aux instances sanitaires et au gouvernement. On a pris les bonnes décisions. Bravo à la discipline des Québécois, on l'a dit. Bravo aussi à la discipline des entreprises. Les entreprises n'ont pas résisté à l'appel de la santé publique. On a reconnu l'urgence et on a donc réagi très bien à l'urgence sanitaire. Est arrivée évidemment l'urgence économique. On l'a vu, les gouvernements ont réagi dans l'urgence à cette urgence économique. Le premier réflexe a été d'utiliser les outils que les gouvernements possèdent déjà. Donc, on a basculé sur le système d'assurance chômage. On s'est aperçu que ça ne couvrait pas assez large. On a innové avec la prestation canadienne d'urgence. On a, au niveau des entreprises, commencé avec les outils qu'on possédait déjà, des garanties de prêt. L'idée étant d'utiliser le système bancaire qui a une relation directe avec les entreprises. On a reporté les paiements de taxes, les déclarations d'impôts. Et on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. La Chambre a été très active. On a identifié des solutions qui existaient ailleurs, subventions salariales. Et les gouvernements qui, au début, ont dit non. Moi, je vous le dis, là, gouvernement fédéral, premier réflexe, ministre Morneau a dit non, on a déjà les réponses. En quelques jours, le ministre Morneau a revu sa position, a ajusté le tir. 3 jours après, il annonçait une subvention salariale aux entreprises. 2 jours après, les paramètres commençaient à être connus. C'est donc illustré à quel point on a innové et à quel point on a innové rapidement. Les ajustements qui ont lieu depuis ce temps-là, ça démontre aussi qu'on n'est pas rigide, on n'est pas dogmatique, on est à l'écoute. Finalement, on a aussi agi en complémentarité. Le gouvernement du Québec a annoncé des choses, le gouvernement fédéral en a annoncé, on s'est assuré que ça s'emboîtait bien. On a vu qu'il y avait un enjeu avec la prestation canadienne d'urgence qui faisait en sorte que des travailleurs à bas revenus pouvaient être tentés de préférer quitter leur emploi, même si la prestation canadienne n'était pas disponible, si on quittait volontairement. Mais on s'est aperçu donc qu'il fallait des ajustements. Même chose récemment avec le milieu municipal, milieu de proximité avec les entreprises, les petites entreprises de quartier, où on est arrivé avec des façons d'opérer des solutions pour toucher les petits commerces. Alors, le dispositif s'est mis en place très rapidement. Il n'est pas complet. Je pense que les gouvernements vont agir rapidement. Il y a un enjeu avec les startups et les startups qui sont basées sur des modèles d'affaires sans revenus. On va s'attendre à ce qu'on trouve des solutions. Hein. Les mécanismes en place, c'est pour les entreprises qui ont perdu des revenus. Il y a des modèles, on peut penser en biotech, en fintech, qui sont des entreprises qui ne sont pas bâties sur un modèle initial où je dois faire des revenus, mais plutôt où je lève du capital, j'investis dans de la R&D et éventuellement, j'ai des modèles, soit que je me vends, soit qu'éventuellement, j'ai des activités commerciales. Donc, on trouvera rapidement probablement des réponses à cet enjeu-là.
Il y a aussi des secteurs qui sont particulièrement touchés. On pense que là, progressivement, les gouvernements vont arriver avec des programmes d'aide sectorielle de nature peut-être subventionnaire en partie. Alors, on peut penser divertissement, on peut penser tourisme, on peut penser restauration, évidemment, transport aérien. Donc, des secteurs vont voir des mesures additionnelles. À travers tout ça, je le répète, ça a été de la grande collaboration, de la grande écoute gouvernementale. Le système public s'est mobilisé pour aider, l'a bien fait, et de la grande recherche de complémentarité. On n'a pas cherché à dédoubler. Ces mesures gouvernementales étaient indispensables. Ça a amené des investissements immenses de la part des gouvernements, on s'en doute. Ce qui est calculé, c'est que le gouvernement canadien a rajouté 107 milliards de dollars d'investissement. Avec la Banque du Canada et tout, c'est un impact global d'à peu près 200 milliards. Notre déficit fédéral va fortement augmenter. La dette sur le PIB va augmenter. Ça peut vouloir dire que dans le futur, évidemment, on va devoir payer, donc par des impôts, par des ponctions fiscales, mais pour l'instant, c'est ce qu'il fallait faire. C'est clair qu'on s'est posé la question, comment ça se compare avec ce qu'on a vécu dans le passé? Je vous invite tous à regarder, si vous avez 2 minutes, l'état des finances publiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On était à ce moment-là à une dette sur le PIB de 109 %. Donc, la dette était immense par rapport à notre capacité de production. Puis, on s'est mis à ramener ça à des taux d'endettement beaucoup plus raisonnables très rapidement. On est déjà passé par là, des niveaux d'endettement rapides. Quand l'économie repart, la capacité collectivement de rabaisser cet endettement-là, elle est réelle. Donc, on devrait pouvoir y arriver. Je pense qu'on part à ce moment-ci à un niveau qui est beaucoup inférieur à ce qu'on avait au lendemain de la Deuxième Guerre. La situation budgétaire au Québec est encore plus robuste. Le Québec est en état de surplus. On doit s'attendre à ce que dans les prochains mois et probablement les prochains 18 mois, le Québec soit en mesure d'accompagner la reprise et la relance avec des capacités d'investissement très réelles. Donc, je fais juste de nous dire, dans la relance qui s'en vient, dans le redémarrage, les gouvernements vont agir de la même façon qu'ils l'ont fait dans l'urgence économique. Les gouvernements vont agir, je pense, avec innovation, mais ils vont avoir les sous pour être au rendez-vous. Quelques mots sur l'action de la Chambre. Notre premier rôle, ça a été d'essayer de bien comprendre ce qui arrivait, d'être en contact avec vous, avec le secteur privé. Donc, beaucoup de sondages ont eu lieu, des sondages hebdomadaires. On a rendu l'information disponible à tout le monde. On a produit des lettres. Des lettres ouvertes aux médias, on a répondu aux questions des médias, on a répondu aux questions des gouvernements. Et à travers toute cette compréhension-là, on a contribué à ce que la réponse gouvernementale soit ajustée en temps réel aux besoins des entreprises. On est revenu vers les entreprises et on continue de le faire pour aider les PME, surtout à bien comprendre comment le dispositif peut les aider puis qu'est-ce qu'elles doivent faire. On a beaucoup numérisé nos services. On a créé des centres d'appel, on a collaboré avec Investissement Québec, par exemple, pour être sûr qu'on aidait le plus d'entreprises à comprendre les programmes en place. J'attire l'attention sur 2 choses qu'on vient de faire. Il y a 2 jours, on annonçait une plateforme de réseautage en ligne qui va utiliser un algorithme pour faire en sorte que chacun d'entre vous, chaque entreprise qui a des défis, qui va répondre avec son profil, va se mettre en relation avec des individus, des entreprises qui ont les mêmes défis ou qui s'intéressent aux mêmes solutions. Et donc, le réseautage va devenir beaucoup plus performant. L'autre chose qu'on a lancée hier, c'est une aide psychologique pour les gens du milieu des affaires qui subissent un stress très élevé pour nous aider tous à traverser la crise avec toute l'aide dont on peut avoir besoin. Arrivons au sujet, le redémarrage. Je vais parler de redémarrage et de relance. Je pense que dans notre esprit, on doit voir ça comme 2 défis à relever. D'ici quelques semaines, nous avons à redémarrer dans l'ordre. D'ici quelques semaines, mais surtout quelques mois et peut-être même une année et demie, on a à relancer pour atteindre le plein potentiel. Ce sont 2 défis différents et il faut les voir avec des réponses qui vont être différentes. Chose très importante qu'on va se dire tous ensemble, dans notre crise, on a une chance et notre chance, c'est d'être un peu décalé par rapport à ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Europe. Le redémarrage en Asie a lieu, le redémarrage en Europe est en train de se faire à certains endroits
Et pour nous, il va y avoir des enseignements. On en a bénéficié dans la crise sanitaire pour comprendre l'importance des confinements, distanciation, les mesures à prendre. On va en profiter aussi au moment où on se parle pour le redémarrage économique. Les gens me demandent beaucoup, puis on va arriver. Le redémarrage, comment il peut se voir? Il va se voir dans l'ordre, il va se voir progressivement, il va se voir sans doute par secteur, comme on vient de le faire cette semaine avec la construction résidentielle, avec les centres de jardinage, les centres mécaniques. On va le faire probablement en partie par secteur, type d'entreprise. On va vouloir le faire peut-être par région. Il y a des régions où la situation sanitaire risque d'être très contrôlée, ce qui va permettre par région possiblement de dire à l'intérieur de cette région, on ouvre davantage. Ça va prendre des protocoles sanitaires qui doivent être suivis par les entreprises. Le redémarrage, on l'a tous dit, va se faire dans un certain ordre, va se faire de façon à ce qu'on n'ait pas un risque de go and stop. Le go and stop, c'est quoi? C'est repartir et ensuite, d'ici quelques jours, quelques semaines, devoir arrêter. Il peut y avoir quelques enjeux qu'on va devoir contrôler. Le premier, c'est l'approvisionnement. Il faut partir des secteurs avec la chaîne d'approvisionnement qui les alimente. Donc, le gouvernement, quand il a annoncé cette semaine le secteur résidentiel, la construction dans le secteur résidentiel, a dit la chaîne d'approvisionnement qui approvisionne doit évidemment repartir. On va faire ça, on va s'assurer qu'on annonce d'avance le redémarrage pour que ça se fasse comme il faut. Deuxièmement, et c'est l'enjeu du go and stop, il va falloir que les protocoles sanitaires soient suivis. Si au bout de quelques jours, quelques semaines, on s'aperçoit qu'il y a des éclosions sur des sites multiples, qu'il y a une perte de contrôle de la situation sanitaire, on va reculer et on va remettre du confinement. Donc, il y a ces deux enjeux-là. On va devoir travailler à travers ces règles sanitaires sur la question du travail au temps de la COVID-19. On a eu comme premier réflexe, c'était, on l'a vu, le bon réflexe de dire on va confiner toute la société pour se protéger, protéger la capacité de notre système de santé, faire en sorte de voir venir et on va surtout faire ça en l'esprit qu'on protège les plus vulnérables. Il y a des enjeux majeurs, on le voit avec les centres de personnes âgées, les CIUS et les autres. Mais ce qu'on voit, c'est que, semble-t-il, que la contamination communautaire est sous contrôle. On va attendre les confirmations par la santé publique. Mais ce qui pourrait amener donc une vision des défis différemment où on va protéger les gens vulnérables par des mesures de confinement des gens vulnérables en s'assurant que dans le reste de la communauté, on travaille avec des mesures sanitaires qui limitent les risques de contagion. Concrètement, voici ce à quoi on s'attend. On s'attend à ce que les grandes entreprises reçoivent des directives assez générales sur les protocoles à mettre en place et que les grandes entreprises vont s'organiser avec les syndicats, avec les milieux de travailleurs pour trouver les façons qui sont propres à chaque entreprise. Donc, chacune des grandes entreprises présentement est probablement déjà à l'interne en train de voir progressivement les exigences et de trouver des solutions. Pour la masse de PME, la question va être que chaque PME ne doit pas être en même temps en train de penser à ses fournisseurs, ses liquidités, sa réouverture et faire de l'improvisation sur ces règles sanitaires. Donc, la réalité va être que pour les petites entreprises, on s'attend à ce qu'elles aient des directives beaucoup plus spécifiques, plus précises sur comment va s'opérer la reprise. La façon dont on aborde le démarrage, c'est aussi sous l'angle du transport, sous l'angle des déplacements. Le défi, c'est que si on redémarre, il faut que les gens puissent se rendre sur leur lieu de travail s'ils le doivent et que ça ne doit pas générer dans cette chaîne de déplacement des situations qui ne respecteront pas les règles sanitaires. Donc, ça touche le transport en commun. On collabore avec les organismes de transport en commun, la Ville de Montréal, pour voir comment on peut faire ça. Et je vais y revenir, mais le déplacement, ça touche jusqu'à l'ascenseur au centre-ville ou l'ascenseur pour quitter la tour résidentielle. Ce qui va nous amener à chercher plein de solutions. Évidemment, le télétravail qu'on a mis en place, il va falloir le préserver le plus possible. Donc, toutes les entreprises de services, toutes celles pour qui c'est possible, je pense qu'on va devoir avoir des protocoles permettant le télétravail longtemps,
peut-être pas tout le monde en même temps, mais ça va réduire la pression sur les déplacements. L'autre élément, c'est évidemment le virage numérique. On a 39% des répondants à notre sondage qui ont dit on est en phase d'accélération marquée de notre transformation numérique vers le commerce en ligne. Moi, j'invite toutes les entreprises à accélérer, à le faire, ce qui va permettre de diminuer non seulement des déplacements vers des lieux physiques pour faire le commerce, mais ce qui va diminuer aussi le déplacement non seulement des individus, mais des clients. On va devoir répondre à un enjeu et on est en contact avec la santé publique sur le fameux 2 mètres. 2 mètres de chaque côté d'un individu, là, il n'y a pas un trottoir qui accommode ça. Il y a pas, ça veut dire probablement 6 personnes, peut-être 8 personnes dans un autobus, dans une rame de métro. Ça veut dire évidemment aucun ascenseur fonctionnel s'il y a plus d'une personne à bord. Donc, ça nous pose la question du 2 mètres. Tout le monde se la pose. La question qu'on a posée à la santé publique, c'est de nous aider à comprendre si le 2 mètres est un 2 mètres strict, ferme en toute situation. Est-ce qu'il est possible de prendre un ascenseur où tout le monde aurait un masque sur le visage? Est-ce qu'il est possible d'avoir des dynamiques où le 2 mètres temporairement avec un masque peut être non respecté, mais qu'évidemment sur un lieu fixe de travail, il doit y avoir 2 mètres? Tout ça va se préciser très rapidement, ce qui va chacun d'entre vous, chaque entreprise, nous aider à penser nos lieux de travail, à penser nos façons de se déplacer. On va devoir dans nos protocoles avoir des réponses sur nos travailleurs qui sont dits plus vulnérables, donc ceux qui ont des enjeux de santé ou évidemment les travailleurs plus âgés. Dans la question du télétravail, évidemment, cette réponse est évidente. Sur les lieux de travail, on va devoir avoir des réponses. Comment est-ce qu'on peut opérer des lieux de travail en redémarrage avec une partie de notre personnel qui est peut-être plus vulnérable? Finalement, on va demander à la santé publique de nous aider à bien comprendre les protocoles qui vont être à suivre lorsqu'il va y avoir des cas qui vont se présenter dans des lieux de travail. Donc, pas nécessairement de la contagion, de la contamination sur les lieux de travail, mais devant nous, des gens vont l'attraper. On va continuer à vivre au temps de la COVID-19. On n'a pas d'immunité collective développée. Donc, dans les faits, on pourrait se retrouver avec des dynamiques de cas qui se déclarent sur les lieux de travail. Les protocoles, ça va être comment on réagit. Est-ce qu'on doit fermer? Combien de temps? Est-ce qu'on nettoie? Comment on nettoie? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres employés qui auraient pu être en contact? Alors, toute cette question-là va avoir des réponses au cours des prochaines semaines. Les protocoles de distance, les protocoles de travail, les protocoles de nettoyage, les protocoles de réaction s'il y a des cas qui surviennent. Il y a des opportunités. C'est un mot qui est extrêmement délicat. On est dans une crise. Il y a des situations extrêmement graves qui se produisent. Mort de personnes. Les coûts économiques sont énormes. Le mot opportunité est dérangeant. La première chose, c'est qu'évidemment, il y a des entreprises de services qui sont extrêmement sollicitées. On peut penser évidemment à tout ce qui va s'appeler livraison, déploiement de sites web, reconfiguration de certaines activités. Il y a en même temps des opportunités de crise réelle. Beaucoup d'entreprises étaient dans des situations fragiles financièrement, au niveau des liquidités, au niveau de leur modèle d'affaires quand on est entré en crise. Et là, la crise a un impact qui est extrêmement grave. Ce que j'ai demandé aux banques, c'est est-ce que vous seriez ouvert à ce que des entreprises qui étaient fragilisées, qui revoient leur modèle d'affaires et qui veulent le faire présentement pour se donner une chance de survie, est-ce que les banques, vous êtes prêtes à les accompagner si elles entament cette démarche-là? Et la réponse, c'est oui. Alors, au moment où on se parle, je dis, il y a un enjeu qui s'appelle le pivot. Il y a des entreprises qui vont devoir faire pivoter leur modèle d'affaires. Est-ce que je bascule en ligne si je suis une entreprise de commerce de détail? Est-ce que je change ce qui se tient en magasin versus ce qui se tient en entrepôt? Est-ce que j'utilise des façons différentes de travailler et à ce moment-là d'aller chercher des revenus? Ce pivot-là est essentiel pour beaucoup d'entreprises à ce moment-ci. Ce que je dis à tout le monde qui nous écoute, c'est engagez-vous dans cette démarche-là. Parlez à vos banques. Les banques sont ouvertes à vous accompagner. Évidemment, si on ne pivote pas et si les modèles d'affaires n'étaient pas tenables, les banques vont être très frileuses à vous accompagner si vous maintenez la même solution qui semblait ne pas fonctionner. Virage numérique accéléré, ça fait partie du pivot, mais pour certaines entreprises où ça allait déjà bien, c'est juste de l'accélération. On va devoir se poser la question devant nous
Du tourisme local, on a Panier Bleu qui est sorti, on veut renforcer nos joueurs locaux, on veut renforcer le commerce local. Possiblement que dans les prochains mois, on va vouloir porter une attention à ce qui est permis du point de vue de santé publique pour que le tourisme local, au sens de visiter sa ville, visiter sa province, aller faire un tour à Montréal, évidemment pour les restes du Canada, venir à Montréal, voir Montréal, pour les Québécois peut-être aller dans le reste du Canada. Si la situation est contrôlée au Canada et moins dans d'autres zones, si les transports aériens sont toujours limités, possiblement qu'au Canada, on a une opportunité de renforcer notre tourisme local. On va avoir devant nous un grand défi qui est la relance et ça va venir par des grands projets, par des projets qui sont parfois déjà bien avancés. Palais des Congrès, l'agrandissement est réclamé depuis longtemps, les travaux sont déjà bien entamés au niveau de la préparation. La ligne bleue, le port de Montréal, son projet de contrecœur, l'aéroport de Montréal, des travaux du côté de la ville, du côté des stationnements, éventuellement du côté des pistes. Tous ces grands projets-là risquent d'avoir un soutien gouvernemental rapide pour relancer l'économie. On pourrait même penser aux trains à grande fréquence sur le corridor Québec-Toronto-Windsor. Donc, ces grands projets-là vont être une opportunité de relancer l'économie et pour toutes les entreprises qui nous écoutent, qui sont dans le domaine, vont être une opportunité de vous rattacher tout de suite à ces grands projets. Devant nous, il va y avoir des aides sectorielles. Je le dis parce qu'on me répète souvent, l'enjeu des restaurants, même si la distanciation de 2 mètres pouvait être ajustée, il n'en demeure pas moins que pour des restaurants, ça va être très difficile. Le divertissement, la culture, nos festivals, il va y avoir devant nous des mesures, on en reparlera peut-être dans la période de questions-réponses, mais on doit s'attendre à ce qu'il y ait des possibilités de repenser nos festivals, repenser nos événements avec de l'aide qui va arriver pendant cette période-là. Je termine rapidement sur la relance. La relance va nous amener à voir à la fois comment on construit sur le dynamisme local, mais rapidement, il va falloir penser au niveau de la relance à l'international. Beaucoup de nos entreprises exportent. On doit être sûr qu'on est inséré dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, qu'on le demeure. On est en concurrence parfois avec des endroits dans le monde où il n'y a pas eu les mêmes mesures de confinement pour certains de nos concurrents. Certains de nos concurrents sont demeurés actifs à l'international. Il va falloir qu'on réussisse à le faire, nous aussi, dès qu'on le pourra. Les dépenses de consommation vont être clés. C'est clair que présentement, là, les gens vivent des réalités budgétaires très difficiles. On ne s'attend pas à ce que les entreprises tardent à réembaucher dès qu'elles vont le pouvoir, dès que la demande va être là. Donc, il va y avoir devant nous un cercle vertueux. Les entreprises risquent de réembauchant des gens, ça va stabiliser les revenus de ces ménages-là qui vont consommer. Consommant, ça va repartir d'autres activités d'entreprise. Et donc, la roue positive va partir. Et je rajoute que le resserrement démographique qu'on vivait ne va pas s'arrêter. Donc, les départs à la retraite, même s'il y a des REER présentement qui sont très touchés, les fonds de pension en prestations déterminées, eux, sont affectés aussi, mais les fonds de pension, à ce qu'on reçoit qui est protégé, vont continuer. Donc, de ce point de vue-là, la demande ne s'effondrera pas, la demande va repartir. Les investissements, j'en ai parlé, les grands projets vont repartir. Il y a des nouveaux modèles d'affaires qui vont émerger. Et je vous le dis, c'est pas pour rien, les humains, on est grégaires. Quand on va pouvoir se rencontrer de nouveau, on va le faire. Et donc, au fur et à mesure qu'on va permettre des rassemblements de 10 personnes, de 50 personnes, je pense qu'on va avoir envie de se voir puis de se parler. Ce qui m'amène à finir avec les 2 visions qu'on a devant nous, parce que c'est évoqué souvent. Il y a des gens qui disent on va avoir un changement de notre société vers une société inquiète. Il est possible qu'on soit une société inquiète d'ici à ce qu'il y ait un vaccin, d'ici à ce qu'il y ait des thérapies, des médicaments. Mais est-ce qu'à long terme, on va rester traumatisé des gens qui seraient plus dans le cocooning? On ne veut pas nécessairement prendre de risques à l'avenir, on était échaudés. Il y a une autre vision qui est celle de dire on a suspendu beaucoup de ce qu'on aime faire dans la vie et on va avoir une appétit de vivre. La société va redevenir gourmande de se rencontrer, de vivre des expériences. Beaucoup de gens font le lien avec ce qui s'est passé dans les années folles, après la Première Guerre mondiale et l'influenza.
les gens ont eu envie de mordre dans la vie. Alors devant nous, il y a est-ce qu'on s'en va vers une société inquiète ou est-ce qu'on s'en va vers une société gourmande? Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la vigueur de la reprise et la consommation, la demande? C'est clair dans mon esprit et je voudrais clore là-dessus qu'on est, on est les humains une sorte de bébite très résiliente. À travers l'humanité, à travers notre histoire, on s'est adapté et on a une capacité d'adaptation en temps réel très forte. On le démontre depuis 4 semaines. C'est clair que devant nous, on va avoir de l'adaptation à la situation post-COVID-19. Mais c'est clair dans mon esprit que nos modèles d'affaires, le besoin des humains auxquels on répond va demeurer. Le restaurant va demeurer un lieu de rencontre où on aime bien manger. Les restaurants à Montréal, certains ne survivront pas, mais d'autres vont émerger. Même chose pour notre envie de voyager. Peut-être qu'on va être un peu plus prudent au départ, mais je soupçonne qu'on va vouloir aller à Paris, qu'on va vouloir aller à Londres et qu'on va vouloir aller à New York et ailleurs dans le monde. Et finalement, l'esprit d'entreprendre. Certains vont tomber. Je vous dis, comme société, il va y avoir des mécanismes, on va repartir. Alors, devant nous, redémarrage, relance et on va être résilient. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais prendre des questions. Je sais qu'on en a reçu beaucoup. Merci beaucoup. Merci Michel. C'est vrai, on a reçu une dizaine et dizaines de questions. Évidemment, ce ne sera pas possible de répondre à chacune d'entre elles ce matin. Donc, on a sélectionné celles dont les thèmes et les contenus préoccupaient le plus grand nombre de participants. Alors, je vais commencer avec des questions plus générales sur la relance. La première nous vient de Sylvain Vincent, des services professionnels Sylvain Vincent. Donc, quels sont les meilleurs pronostics des économistes en termes de durée de la récession en assumant une reprise progressive des activités économiques à la mi-mai? Alors, c'est clair que les économistes anticipent une récession. Techniquement, une récession, c'est quoi? C'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Il va y avoir au moins 2 trimestres, celui-ci, le suivant. La question devient à ce moment-là, dans quelle mesure est-ce que les ménages reprennent confiance dans leurs finances? Ce qui va nous sortir de la récession, c'est des investissements publics en partie qui vont donner de l'ouvrage, mais c'est beaucoup les ménages qui vont consommer ce que l'économie produit et qui vont faire en sorte que les entreprises, comme je l'expliquais tantôt, vont embaucher. Les gens embauchés vont avoir encore plus confiance que leurs finances vont aller et là, progressivement, ça va repartir. Moi, j'y vais de ma petite boule de cristal personnelle. On est dans 3 trimestres de récession. Donc, le premier dans lequel on est, le second qui s'amorce. En fait, celui dans lequel on est, le suivant et le troisième qui suit. Par la suite, je pense qu'on est en reprise lente, dépendamment de la stabilisation des revenus des ménages. Donc, dans un an, à mon avis, on est sorti de la récession. La question, c'est est-ce qu'on est relancé au point où on était avant? Peut-être que ça prendra plus de temps, mais je ne pense pas que nous aurons plus de 3 trimestres consécutifs de récession. Une deuxième question de Joanne Heinz de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Quels seront les 3 plus grands défis des PME lors de la relance? Je pense que le premier défi d'une PME lors de la relance, ça va être de trouver comment j'opère avec les exigences sanitaires. Combien de personnes je laisse dans mon magasin ou dans mon commerce, combien de personnes attendent sur la rue, combien j'ai d'employés, quelles sont les mesures sanitaires le matin, est-ce qu'on va me permettre d'ouvrir sur des heures normales, est-ce qu'on va décaler les heures d'arrivée. Donc, ça va être de s'ajuster, ça c'est le premier. Le deuxième, ça va être de bien gérer son fonds de roulement, son inventaire et ses liquidités. Devant nous, la question des liquidités va être importante. Quand on va repartir, on va faire face à des achats. On va vouloir rassurer nos fournisseurs qu'on va bien les payer. Et là, il y a toute une chaîne qu'on va vouloir s'assurer qui fonctionne. Et le troisième point, ça va être nos niveaux d'endettement. Si on a eu besoin d'aide, si on a emprunté,
il va falloir qu'on regarde dans quelle mesure notre endettement ne nous étrangle pas. Et là, moi, j'ai bonne confiance que les gouvernements vont être très sensibles à cette réalité-là. Beaucoup de l'aide qui était accordée a été accordée sous forme de prêts, même pour les PME. Et quand on va repartir, redémarrer, on verra si une partie de cette aide est transformée en subvention ou bien si une partie de cette aide est reportée encore à plus long terme, de façon à encore plus diminuer la pression sur les PME. Une autre question de Carl Miville de chaîne de Contact Monde. Comment les exportateurs de produits et de services pourront poursuivre leurs activités malgré les restrictions frontalières? C'est une excellente question et je pense que c'est un enjeu très important pour notre économie. On le sait, on exporte beaucoup et on était sur une trajectoire pour augmenter nos exportations. C'est un objectif que le premier ministre nous avait fixé à toute l'économie. Bon, première bonne nouvelle, c'est que les déplacements de marchandises ne sont pas bloqués. Hein. On a même vu Air Canada transformer certains de ses avions pour enlever les sièges et en faire des avions pour du cargo d'urgence. Ce qu'on peut s'attendre, c'est à 2-3 phénomènes. Le premier phénomène, l'achat local, on n'est pas les seuls à y penser. Donc, à travers le monde, il y a cette pression qui va s'accentuer ou cette vision qu'on devrait se concentrer sur de l'achat local. C'est dérangeant pour nous. Évidemment, quand on veut de l'achat local au Québec, c'est bon pour nous, mais si ailleurs, on arrête de vouloir consommer notre produit, ça va être un peu fatigant pour notre économie, sachant à quel point l'exportation est importante. Ce qui veut dire donc pour nos exportateurs d'être très sensibles à l'évolution de nos marchés à l'étranger. Si on se fait tasser par des dynamiques de marchés locaux là-bas, il va falloir revoir peut-être nos stratégies d'affaires, peut-être faire des alliances avec des entreprises là-bas pour qu'on devienne encore plus local de leur point de vue. Le deuxième élément, évidemment, c'est de garder le contact avec nos clients. Si on a des contrats présentement qui sont en cours, bien évidemment, si tout le monde le fait, j'imagine, c'est de garder un contact très étroit, montrer qu'on reste en business, qu'on a de la capacité de production, qu'on peut approvisionner et que la sortie de crise devrait être la plus facile possible si on peut avoir ces contrats-là. L'autre, évidemment, c'est de s'assurer qu'on retourne dans les marchés où on a eu des contrats dans le passé. Il peut y avoir des dynamiques où les stocks se sont appauvris, que les inventaires de ce qu'on a livré à l'étranger, des marchés dans lesquels on est, ont diminué. Et là, dans les faits, la question va être comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins là-bas, de restocker, de recréer les inventaires, d'acheter. Alors, ce que je dis, c'est quand le gouvernement va autoriser et les gouvernements vont autoriser les déplacements, moi je pense qu'avec Investissement Québec International, la Chambre de commerce et toutes les organisations, on va essayer d'attirer l'attention sur toutes les possibilités de déplacement pour qu'on reprenne nos déplacements vers l'étranger pour redévelopper nos bases d'affaires et nos contacts pour pouvoir exporter. On est à Montréal, donc il fallait s'attendre évidemment à un grand volume de questions sur les secteurs du tourisme et de l'événementiel. Alors, j'en ai une ici. Quelle est ta vision, Michel, sur le tourisme et l'événementiel pour Montréal dans les prochaines semaines, les prochains mois? C'est un grand défi. Hein. Tout le monde qui nous écoute et qui ont posé ces questions-là, si vous saviez comment c'est préoccupant et vous n'êtes pas tout seul. Là, je veux dire, c'est que les gouvernements réfléchissent à ça au moment où on se parle. Tout le monde y réfléchit. Bon, sur le tourisme international risque de prendre du temps. Les corridors aériens qui vont être établis ou qui sont maintenus présentement vont viser surtout des déplacements liés à la conduite des affaires. Bon, éventuellement, il y a des solutions. Sur le tourisme, on peut penser au tourisme local. On ne sait pas dans quelle mesure la santé publique va autoriser en juillet, en août, des déplacements pan-canadiens. On ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir quoi que ce soit qui va être ouvert aux grandes foules. Mais on peut présumer quand même que rendu à cette étape-là, si les musées, si les lieux de rencontre peuvent permettre la distanciation, que ça va rouvrir. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'on s'en va vers des campagnes de tourisme local, de tourisme intra-canadien, intra-Québec, et ça pourrait répondre à une partie des besoins. Ça veut dire aussi, du point de vue de l'événementiel, des situations très difficiles. Est-ce que l'événementiel va pouvoir avoir lieu avec des présences physiques
rapidement à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est difficile de voir venir. L'événementiel en ligne risque d'être innovateur. Je pense qu'il y a plein de créatifs à Montréal qui doivent travailler là-dessus. Éventuellement, de l'événementiel par petits groupes avec des formules différentes, peut-être que dans le courant de l'automne, ça va arriver. Le défi, c'est de maintenir les organisations en vie. On travaille très, très fort avec les gouvernements pour trouver des solutions pour que chacune des organisations qui est au cœur de l'activité touristique ou au cœur de l'activité festivalière puisse avoir des revenus suffisants pour traverser les prochains mois, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'activité cette année, qu'il n'y ait pas d'événement cette année, mais que la machine reparte. Et c'est une priorité pour la mairesse. Vous l'avez vu cette semaine, je lui ai parlé. C'est très important, ça fait partie de l'ADN de Montréal. Donc, les solutions n'ont pas été concoctées dans l'urgence, mais là, ça s'en vient et je pense qu'on va avoir des aides sectorielles et des aides à des organismes spécifiques pour nous aider à traverser. Tout le monde n'est pas touché de la même façon pendant la crise. Tout le monde ne pourra pas redémarrer au même moment et la relance, dans bien des cas, va prendre un peu plus de temps. Il va y avoir des mesures spécifiques, j'en suis convaincu. Le temps file, alors j'aimerais qu'on puisse encore poser 2 dernières petites questions. Une sur le thème de l'innovation qui nous arrive de Nicole Naroki de chez Infopresse. Alors, comment réussir à créer une culture d'innovation au Québec et dans son entreprise pour relancer les activités après la crise? Nicole, j'entends ta question puis je me dis, il y a un adage en français, là, nécessité fait loi. Moi, j'ai l'impression qu'au moment où on se parle, on est tous en train de se dire comment on sauve notre entreprise, comment on repart l'activité, puis comment on rejoint nos clients, comment on rejoint les gens. Ça a l'air de rien, mais on vit une transition numérique à vitesse grand V. Moi, personnellement, Teams, je n'avais jamais utilisé ça. Zoom, j'avais participé une fois, je ne connaissais pas très bien ça. Tout le monde est en train de voir comment on peut utiliser ces outils-là. Le commerce en ligne va basculer très rapidement comme étant un des éléments incontournables de faire des affaires, ce qui va vouloir dire en même temps comment est-ce qu'on livre les services, comment on livre les biens, est-ce qu'il y a des services de livraison. Il va y avoir devant nous des opportunités, je l'ai dit. C'est encore un mot difficile parce qu'on est dans la crise, mais donc moi, ce que je pense, c'est que la culture de l'innovation, elle va venir à la fois de la base, des gens dans les organisations qui ont des bonnes idées, puis à la fois, je dirais, des décideurs qui ont le défi de dire, OK, si je veux sauver mon idée, ma vision, le service que je rends, il faut que j'admette qu'on va ajuster nos modèles d'affaires et ça va aller pour des PME jusqu'à pivoter, réfléchir comment est-ce que je me transforme. Je voyais venir des éléments qui m'inquiétaient avant la crise. La crise me force à le regarder de pleine face. Comment je m'ajuste? Alors, j'ai l'impression que la culture, elle va s'imposer d'elle-même et après ça, ça devient surtout la capacité d'exécution, la capacité de lever le financement, d'aller convaincre nos partenaires de nous accompagner dans l'innovation. Une dernière question qui est davantage axée sur le futur. Donc, ça nous vient, de Salim Idrissi de l'Université McGill. Alors, comment notre économie peut-elle mieux se préparer à faire face aux futures crises sanitaires potentielles, environnementales aussi? Salim, c'est toujours la tentation. Hein? Pendant la crise, on se dit, OK, on commence tout de suite à réfléchir à ce qu'on aurait dû faire différemment, les leçons qu'on devrait en tirer, puis comment mieux s'y préparer à l'avenir. Évidemment, du point de vue sanitaire, il y a plein d'enseignements qui vont être pris et je ne m'aventurerai pas là-dedans. Je pense que du point de vue économique, on en tire quand même des leçons qui est sur la capacité des entreprises d'avoir des réserves, la capacité des organisations d'avoir des réserves. C'est toujours facile à dire pendant la crise, mais le défi, ça va être quand l'économie va redevenir plus normale, comment on va avoir la discipline de reconnaître qu'on doit avoir des coussins, qu'on doit avoir des fonds de réserve, qu'on doit essayer de s'en mettre de côté. Ça vaut pour les ménages également. Je disais tantôt, je pense qu'on a la possibilité de s'en aller vers une société qui a un énorme appétit de vivre. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça nous amène à être que des cigales. Il faut qu'on soit aussi des fourmis et qu'on sache que des crises, ça se reproduit. Je vais te dire, ça touche les ménages, ça touche les entreprises,
mais ça touche les gouvernements aussi. Ça fait des années qu'on disait au gouvernement fédéral, en grande période de reprise économique, vous devriez être en mode surplus. Et quand arrivera une crise, parce qu'il y en aura une, vous serez en position plus robuste. Le gouvernement fédéral ne l'a pas fait. Bon, il y a des finances publiques solides, mais je pense qu'on va tous en tirer la leçon qu'en période de croissance, en période où ça va bien, quand l'économie va bien aller, il faut se mettre des réserves. Il faut à ce moment-là créer des surplus. Et on doit tous le dire. On ne va pas lancer un débat politique aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'était de l'austérité ou de la rigueur. Ce que je sais, c'est que nos finances publiques à l'heure actuelle au Québec étaient prêtes à faire face à un choc. C'est un choc immense, ça va nous amener en déficit, mais à la fin, le gouvernement du Québec est en position robuste pour y faire face. Alors, collectivement, au sens individuel, les ménages, au sens des entreprises, je pense que la principale leçon qu'on va en tirer, c'est que des crises, ça peut se produire, ça se produit de façon régulière. Des crises, on ne sait pas quand elle va arriver ni quelle forme elle va prendre. Ce n'est pas du tout une crise financière, ce n'est pas une crise d'inflation, ce n'est pas une crise de surchauffe qui nous a amenés là où on est. C'est une crise sanitaire qui a des impacts économiques majeurs. Alors voilà, je pense, Michel, qu'il ne nous restait pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on est rendu à la fin? On est rendu à la fin, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci Michel pour cette allocution, ces réponses, en espérant que ça ait pu être utile pour tous les gens qui sont connectés ce matin. Merci à vous tous, vous avez été très nombreux à nous suivre. Alors, en espérant pouvoir vous revoir bientôt virtuellement ou en personne, on se croise les doigts. Merci tout le monde, bonne journée. Au revoir tout le monde. Bon courage.